Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon de l'Agriculture pour notre émission Politique à la ferme. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Frédéric Poisson. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député des Yvelines, président du Parti chrétien-démocrate et candidat à la primaire de la droite. Vous êtes 8 ou 9 déjà ? Peut-être plutôt 10 que 9. Plutôt 10 que 9, vous voyez. J'avais perdu un peu en route des candidats. Face à vous, des agriculteurs. Je vous laisse vous présenter, monsieur. Oui, donc bonjour à tous, merci de nous avoir invités. Et François Chauvreau, je suis agriculteur en Poitou-Charentes, avec une exploitation céréalière et un atelier apicole. Et à vos côtés, Denis Fumery. Bonjour, je suis agriculteur Denis Fumery. Je suis agriculteur à Cergy-Pontoise et en grande culture. Et à mes côtés, Gilles Rivière-Wechstein, journaliste pour Agriculture et Environnement, rédacteur en chef, très précisément. Bonjour. Voilà. Jean-Frédéric Poisson, la première question est claire. Est-ce que, comme beaucoup de politiciens qui viennent nous voir, vous connaissez rien à l'agriculture ? Oh, rien, non. Ça, c'est pas très gentil comme question pour ouvrir le débat. Non, non. Je suis attaché à l'agriculture française parce que, d'abord, un grand pays comme le nôtre doit assurer son indépendance alimentaire. Et la première mission des agriculteurs, c'est de nourrir la population. Je suis attaché à l'agriculture française parce que c'est sans doute le premier secteur économique de notre pays, même si les Français le savent mal. C'est 1,5 million d'emplois et plus dans l'ensemble du pays. C'est un très gros exportateur. C'est une des balances commerciales excédentaires, une des seules désormais de l'économie nationale. Troisièmement, les agriculteurs ont une responsabilité formidable en matière de maintien de l'environnement, même si leur premier métier consiste à produire des richesses, des aliments et à gagner leur vie. C'est quand même à ça qu'ils servent aussi, mais leur impact sur l'environnement est quand même décisif. Et puis, je suis heureux de voir que tous les ans, il y a autant de monde au Salon de l'Agriculture. Mais comme député francilien rural, j'ai toujours en tête ce petit décalage qui, comme responsable politique, m'interroge, qui est l'admiration que les Français manifestent en venant ici pendant toute cette semaine, d'un côté, et d'un autre côté, la difficulté que nous avons à faire cohabiter dans certains espaces les Français avec leurs agriculteurs. Et pour le francilien que je suis, il y en a un autre en face de moi, c'est un sujet. Donc voilà ce que je peux, à ce stade, dire de mon attachement personnel à l'agriculture de notre pays. Merci de votre réponse. Gilles Rivière-Wechstein. Oui, alors on a vu défiler cette semaine beaucoup d'hommes politiques qui viennent tous avec des bouquets de fleurs au chevet de cette agriculture que tout le monde, dont le constat est unanime, qui est malade. Moi, j'aimerais savoir quel est votre projet agricole pour les 20 prochaines années. Est-ce que c'est, comme beaucoup, encore un peu cette idée de Martine à la ferme, ou bien est-ce que vous avez une idée de comment est le rôle de l'innovation, de la restructuration de l'agriculture ? Voilà, comment vous projetez l'agriculture française dans les 20 prochaines années ? D'abord, je la projette comme une agriculture qui serait débarrassée des deux principaux boulets qu'elle traîne, parce que c'est l'agriculture française et que les autres agricultures européennes ne connaissent pas. La première, c'est une surenchère de normes qui massacre nos exploitations, quelle que soit d'ailleurs la spécialité, et qui ont la conséquence suivante, c'est que nos agriculteurs produisent des produits qui sont d'une qualité très remarquable, sans doute la meilleure en Europe pour beaucoup de filières, mais la qualité qu'ils produisent génère chez eux des coûts d'exploitation supplémentaires, des investissements supplémentaires, de la main-d'œuvre supplémentaire. Et il n'y a aucun moment où très peu ces surcoûts ne sont pris en compte dans l'achat qu'on fait de leur production. Il y a donc un problème de régulation de normes et un problème de prix. Et dans les prix, il y a deux aspects. Il y a le prix auquel on achète la production d'agriculteurs et puis il y a le prix que ça coûte. Et l'agriculture française, parce qu'elle est d'abord une activité économique, contrairement à ce que croit la majorité actuelle du gouvernement, d'abord une activité économique, elle souffre, comme toutes les activités économiques françaises, d'un surpoids de charges qui est devenu insupportable. Il y a donc deux directions principales dans lesquelles il faut travailler. La première, c'est l'allègement des normes, qui ne nuira pas du tout à la santé des Français. Les Allemands produisent un lait qui est moins normé que le nôtre, moins propre, me disait tout à l'heure un des responsables du syndicat des Montbéliards ici au Salon. Pour autant, les Allemands ne sont pas malades en buvant leur lait, à ce que je sache. Donc nous avons sans doute des améliorations à faire dans ce sens. Deuxièmement, il y a un mouvement général de baisse de charges dans l'économie française à engager. L'agriculture ne doit absolument pas être à l'écart de ce mouvement, bien au contraire. Et puis dernier point sur l'innovation, là c'est une question d'articulation entre ce que l'État est susceptible de susciter comme politique de recherche et de développement et puis ce que les filières professionnelles ou les syndicats professionnels sont capables soit d'expérimenter, soit de susciter, soit de promouvoir. Et là, c'est une question d'articulation entre les professions agricoles, leurs différents représentants d'un côté, et puis la capacité d'investissement et d'incitation, c'est ça, que l'État est capable de mettre en place. Et je pense que
dans tout ce qu'il faut faire en France pour inciter la recherche et le développement, là encore, l'agriculture doit être au premier plan de ces recherches-là parce que l'indépendance alimentaire de la France en dépend. C'est ça notre premier sujet. François Chauveau. Oui, merci, Monsieur Poisson, de placer l'agriculture au premier rang de la dynamique de demain et des programmes d'investissement. Néanmoins, aujourd'hui, vous le savez, l'agriculture vit une turbulence et une crise sans précédent dans son ensemble. Vous avez parlé de normes. Effectivement, nous avons pris Grenelle de l'environnement par la figure il y a 7-8 ans sous le régime Sarkozy. Aujourd'hui, quelles mesures envisagez-vous par rapport à ce Grenelle? Parce que les normes de ce Grenelle vont bien au-delà de ce qui était obligatoire et imposé par Bruxelles. Et sachant qu'on a été aussi suffisamment intelligent ou bête, excusez-moi la réflexion, pour faire des propositions à Bruxelles qui ne sont pas atteignables par l'agriculture française. Quelle politique comptez-vous mettre en place à ce sujet-là? Deux directions simples. Vous avez raison de dire que l'agriculture française souffre de 2 lois qui ont été prises dans le quinquennat précédent qui sont un massacre. La loi LME et les relations avec la grande distribution et le Grenelle. Les deux ont impacté l'agriculture dans des proportions dont aujourd'hui le secteur agricole souffre de manière extrêmement violente. Première mesure, aligner purement et simplement les normes agricoles sur les exigences de Bruxelles. Il n'y a aucune raison que les agriculteurs français soient soumis à des normes beaucoup plus exigeantes, sauf à ce qu'on soit capable dans les filières, comme ça se fait par exemple chez les marchands de bière, je suis allé les voir tout à l'heure, où là effectivement on dit on a une stratégie de plus-value, on a une stratégie de produits de très grande qualité, mais les acheteurs sont d'accord pour intégrer dans leur prix d'achat une partie des surcoûts qui sont liés à ces productions de qualité. Si on arrive à faire ça et à faire en sorte que les acheteurs, que ce soit les coopératives, les centrales d'achat, la grande distribution et même pourquoi pas le consommateur, intègrent dans le prix d'achat une partie des surcoûts générés dans les exploitations, à ce moment-là ça peut tenir. Mais personne n'est d'accord pour ça. Alors donc, puisque personne n'est d'accord, faut prendre l'autre biais qui consiste à dire on réaligne les normes françaises sur les normes européennes et on met ainsi l'agriculture française au même niveau de contrainte que les autres agricultures d'Europe et déjà ça réglera, à mon avis, une bonne partie du sujet. Denis Fumery. Oui, j'abonde totalement à la majorité de ce que vous avez dit depuis quelques instants. Nous sommes tous les deux franciliens et je serais tenté de parler d'un handicap majeur en Île-de-France, c'est la proximité de la ville et toutes ses difficultés. Il ne faut pas oublier qu'en Île-de-France, 48% des terres sont cultivées, dont 63% de celles-ci sont en céréales. On est dans une grande région céréalière. Quelle politique vous envisagez vis-à-vis de votre région? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu? Il y a d'abord un très grand enjeu à la fois de préservation des espaces agricoles pour faire en sorte que les surfaces soient maintenues. Alors c'est très difficile en Île-de-France parce que l'Île-de-France fait partie des régions françaises qui se repeuplent et à une vitesse très très rapide. Et donc le maintien des espaces agricoles est un combat politique de maîtrise foncière quasiment de tous les jours. En Val d'Oise, en Essonne, dans les Yvelines ou en Seine-et-Marne, c'est exactement le même sujet partout. Deuxièmement, il y a la question de la transmission des exploitations. C'est un sujet que je n'ai pas abordé tout à l'heure, mais on sait bien que il y a toute la génération qui vient et peut-être moins encline que ne l'est la nôtre ou la vôtre à récupérer ou à reprendre l'exploitation laissée par leurs parents, leur famille ou je ne sais pas qui. Pardon. Et on voit bien cette difficulté de transmission partout. Et en définitive, il y a là quelque chose à faire. Comme responsable politique, tant national que local, je ne sais pas très bien quoi, mais je sens qu'il y a là une difficulté à traiter. Je suis prêt à aider, par exemple en maintenant les espaces ou en se débrouillant pour qu'ils ne perdent pas trop de valeur, qu'ils ne soient pas dévalorisés par des traitements environnementaux qui seraient inadaptés ou je ne sais pas quel type de dévalorisation. Troisième sujet, cette question de la cohabitation, j'y reviens. Nous avons organisé dans ma circonscription et même dans la communauté d'agglomération de Rambouillet il y a 2 ans, la fête francilienne des jeunes agriculteurs. Et c'est un des outils qui permet de mettre au contact la population d'un endroit donné avec les contraintes, les tracteurs qui roulent, la terre qui est laissée sur les routes, l'épandage. Alors, tout le monde se souvient, en Ile-de-France, on en a un souvenir un peu ému des réglementations qui interdisaient d'épandre les jours de grand vent ou, et interdit de travailler en définitive le dimanche. Bon, tout ça fait partie de l'apprentissage de la cohabitation et il me semble que ça, c'est un problème culturel. C'est pas une loi qui peut en venir à bout, c'est pas la santé économique, c'est l'intervention dans les écoles. Vous êtes apicole, monsieur, il se trouve que l'agglomération dont je suis président exploite une 30aine de ruches pilotées par les écoles primaires,
Elle récolte du miel, nous produisons beaucoup moins que vous, nous produisons 150 ou 180 kg de miel par an, que nous donnons aux écoles et nous apprenons petit à petit aux enfants ce que c'est que la préservation de ces environnements-là et les contraintes du métier. Donc je crois que cette question culturelle est très importante, elle est plus difficile à traiter précisément parce qu'elle est culturelle. Denis Fumery. Oui, je suis très content que vous parliez de ces relations agriculteurs et grand public. Il se trouve que moi-même, je suis président d'une association d'agriculteurs qui vont dans les classes expliquer leur métier. C'est une association qui a 17 ans aujourd'hui, qui est francilienne, hein, la partie ouest de Paris. Et aujourd'hui, on arrive à rencontrer environ 3000 élèves par an. Bon, on est un petit peu en baisse de régime. Néanmoins, on voudrait reprendre de l'importance dans cette association. Il y a un autre sujet que vous avez abordé, la consommation des terres agricoles. Je suis concerné au premier chef, hein, étant agriculteur à Cergy-Pontoise. Et aujourd'hui, on souffre d'un nouveau problème récent. L'État se défait des terres qu'ils ont achetées il y a 40 ans. Et je suis directement concerné. Le prix qui nous est proposé n'est pas agricole. Et c'est un vrai souci. En fait, le portage du foncier dans les années futures sera un réel souci pour nous, agriculteurs périurbains. Alors ça, je pense que le bon interlocuteur désormais sur ces sujets sont les régions. Parce qu'elles ont à la fois la vision d'ensemble, la puissance de frappe, la surface financière pour le faire, parce que ça coûte beaucoup d'argent de faire un portage foncier sur des grandes surfaces, sur des grandes superficies, pardon. Et donc, il me semble que il se trouve que j'étais en réunion hier soir avec le président de notre conseil départemental et les maires de ma communauté d'agglomération. Nous avons pris le parti de déterminer pour la partie rurale des Yvelines le principe d'une politique d'aménagement de la ruralité dans son ensemble dans le département des Yvelines. Et une des conclusions très naturelles à laquelle nous avons abouti, c'était que ça ne pouvait pas se faire sans la région Île-de-France. Il se trouve que depuis quelques semaines, la région Île-de-France est beaucoup mieux disposée à l'égard de l'agriculture qu'elle ne l'était encore au mois d'octobre ou novembre dernier. Profitons-en. Mais ça doit faire partie, je pense, cette politique de portage des contrats passés avec la région. Et je pense que sa nouvelle présidente et la vice-présidente en charge de ce sujet sont capables de l'entendre. Jean-Frédéric Poisson, vous êtes membre de l'Observatoire du suicide. Globalement, quel regard portez-vous sur ce qui se passe en agriculture aujourd'hui avec des suicides très fréquents et puis un véritable fléau dans le monde agricole? J'ai effectivement l'honneur d'être un des représentants du Parlement au sein de l'Observatoire national du suicide, qui est un organisme rattaché au ministère de la Santé qui s'attache à essayer de comprendre et de prévenir mieux le phénomène du suicide en France qui, je le rappelle, concerne environ 12 000 personnes par an, ça fait 12 000 morts par an, dont une proportion très sensible d'agriculteurs et en particulier dans les départements ouest de la France. Il y a chez beaucoup d'exploitants aujourd'hui une réunion de tous les facteurs qui conduisent quelqu'un, même si c'est toujours un peu mystérieux, hein, quelqu'un à se suicider, c'est-à-dire la solitude y compris dans la vie quotidienne. C'est pas simplement c'est pas une solitude inventée ou fantasmée, elle est réelle. La solitude, le manque de perspective d'avenir, un total manque de considération de la part de l'ensemble du corps social qui pour beaucoup ne comprennent pas ce que font nos agriculteurs parce que le seul contact qu'ils ont avec les produits agricoles c'est dans les rayons de supermarché, donc on oublie qu'il y a des gens qui travaillent avant et qui commencent au début de la chaîne qui sont voilà. Et quand vous ajoutez les trois, plus de la détresse économique et financière, que reste-t-il comme perspective? Aucune. Au moment où nous parlons, il n'y a pas à ma connaissance de regard particulier porté sur l'agriculture au sein de l'Observatoire national du suicide, ce qui s'explique pour une part parce que, encore une fois, les syndromes ne sont pas très différents de ce qui peut conduire d'autres métiers ou d'autres personnes à recourir à cet acte dramatique. Néanmoins, je pense que de la même manière qu'à partir du moment où on remet quelqu'un dans un tissu de relations sociales plus construit, avec davantage de perspectives d'avenir et de la reconnaissance sociale, les ingrédients sont réunis pour qu'on puisse éviter ce genre de drame. C'est malheureusement une situation que connaissent beaucoup d'exploitants aujourd'hui. C'est pas très compliqué de renouer le contact avec eux. C'est pas très compliqué de leur donner de la considération. C'est plus difficile, on l'évoquait tout à l'heure, de redonner de la perspective économique, mais je pense que ça n'est pas sans remède cette affaire. Et il est évident que
En tout cas, ce sujet doit être traité et adressé de manière extrêmement sérieuse et très précise. Monsieur Chauveau. Oui, effectivement. Enfin, je tiendrai à vous répondre sur ce sujet-là. Je ne vous l'ai pas dit quand je me suis présenté, mais je suis président d'une association qui s'appelle Réseau d'écoute et de solidarité en agriculture en Deux-Sèvres. Effectivement, ce n'est pas nouveau ce phénomène-là. Nous avons connu ce phénomène-là dans les années 90. Nous étions dans la même situation qu'aujourd'hui, sans perspective. Aujourd'hui, néanmoins, quand même, je ne partage pas tout à fait votre position. Au sein des MSA, on y regarde, on surveille de près. Et on est en train de mettre en place, dans mon département, en ce moment, le plan prévention suicide en agriculture. Effectivement, le taux de suicide en agriculture est supérieur par rapport aux autres catégories socio-professionnelles au jour d'aujourd'hui. C'est bien clair. Principalement l'ouest de la France, mais il ne faut pas oublier que l'ensemble du territoire français est concerné. Et globalement, nous avons dans ces outils, dans ces associations de gestion d'agriculteurs en crise perdue et qui ne savent plus quelle pièce ils coudent, notre première mission, c'est de leur redonner confiance. Première mission, c'est de les réinsérer pour un certain nombre. Et c'est pas toujours facile, mais quand il y a l'écoute, on arrive à des choses. Et la chance que nous avons au sein de la profession agricole, c'est contrairement aux autres catégories socio-professionnelles, nous avons à travers la FNSEA un point de chute et un réseau dans chaque commune de France. Et à travers ce réseau-là, on peut faire remonter les agriculteurs en difficulté auprès de nos techniciens et de la MSA. Et éviter malheureusement un certain nombre de drames. Toute dernière question. Oui, donc si vous arrivez à la présidence de la République, ce que je vous souhaite, quelles seraient les principales mesures que vous prendriez par rapport à la question des cours des céréales, puisqu'on sait très bien aujourd'hui que depuis 3 ans, les cours des céréales sont très bas. C'est ce qui plombe l'agriculture française en niveau des céréales. On sait très bien que les mesures traditionnelles ont été toutes démantelées pour pouvoir régler le marché. Donc, quelles sont les pistes que vous auriez pour pouvoir faire en sorte que le monde agricole, le monde céréalier puisse avoir la même assurance de revenus que, par exemple, bénéficient leurs collègues américains avec le Farm Bill? Bien, vous avez parfaitement posé le sujet. La grande différence entre les céréaliers américains et les céréaliers français, c'est que les céréaliers américains ne sont pas soumis à l'ensemble des contraintes que l'Europe fait subir à l'agriculture française. Il y a un paradoxe terrible dans l'agriculture française, c'est qu'elle est à la fois en situation de surproduction dans certains secteurs et qu'en même temps, on bride ses capacités de production parce que l'équilibre qu'on doit assurer, que l'Europe, paraît-il, doit pouvoir assurer entre ses différents producteurs, empêche les nôtres. C'est le problème des jachères, c'est le problème des cours, enfin tout ça est lié. Moi, je plaide pour que la France retrouve en Europe une position dominante. Et je l'assume. Je n'accepte pas que la France soit un 28e de la décision. Je n'accepte pas que le gouvernement français se déplace à Bruxelles il y a 15 jours et revienne les mains vides parce que nous n'avons plus le poids politique de faire peser nos choix dans ce continent dont nous devrions être. Et de manière installée, le premier pays agricole, ce que nous ne sommes plus. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas bien. Je ne peux pas accepter qu'on empêche les agriculteurs français de produire du blé, par exemple, et qu'on importe ce qui nous manque d'Ukraine, alors que c'est produit dans des conditions d'hygiène, de chimie, etc., qui sont... Bon, tout ça doit être remis à plat. La première chose qu'il faut revoir, c'est la position de la France en Europe. C'est l'équilibre de la PAC. C'est tout ça. Et une fois qu'on a remis ça, une fois qu'on a laissé les producteurs français, là encore, libres de produire ce qu'ils peuvent produire et ce qu'ils ne demandent qu'à produire, quand on a refait de l'agriculture française l'outil de l'indépendance alimentaire de notre pays, je pense que sur les cours, on a déjà davantage de visibilité. Ensuite, il faut s'entendre. Et là, ça fait partie des discussions avec la profession qu'il faut avoir. Est-ce qu'on veut être dans une économie de marché ou est-ce qu'on veut être dans une économie un peu administrée avec des prix qui seraient garantis, encadrés, etc. Ça, c'est une décision qu'un responsable politique ne peut pas prendre tout seul. Il y a aussi des choses à faire sur plusieurs années. Il y a plusieurs partenaires. Donc je crois que la première chose, c'est rétablir dialogue. C'est ça qui me frappe beaucoup. C'est qu'on parle avec des exploitants agricoles comme depuis ce matin ou avec nos convives de cet après-midi, des relations qu'il y a entre même les responsables des syndicats, les exploitants eux-mêmes, les pouvoirs publics. Ça ne dialogue plus. On ne s'entend pas. Il y a quelque chose quand même qui est grippé. Donc plutôt que d'avoir des mesures techniques, financières ou économiques qui me paraît dans un deuxième temps seulement, le cadre général de la production est à revoir, premièrement. Et deuxièmement, la restauration du dialogue me paraît quelque chose qui est un préalable à tout le reste. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce débat. François Chauveau, merci beaucoup. Denis Fumery, merci. Gilles River-Wichstein, merci. Jean-Frédéric Poisson, merci. Merci de votre invitation. Et merci à vous.